Ouais. Donc, santé et renaissance écologique, pour moi, c'est un sujet qui m'a pas mal fait réfléchir au moment du choix des termes des chantiers. Et j'ai assumé de ne pas le mettre comme chantier en tant que tel, de même que je n'ai pas mis la justice ou la citoyenneté, qui me semblent être des chantiers synthétiques, au sens où ces notions-là regroupent de nombreuses dimensions. Et je n'ai pas voulu isoler une approche de la santé qui soit curative, où on aurait cherché l'hôpital, on aurait cherché le dispensaire du médecin. Et moi, je baigne dans une culture de la santé familiale, de ma mère, de mon frère, de ma belle-sœur, etc. Tout ça, c'est des médecins qui ont tous une approche très systémique de la santé et qui m'a formé pour voir que la santé, ça démarre sur ce qu'on mange, ce qu'on boit, l'air qu'on respire, le stress au travail, la santé culturelle. Il y a aussi un rapport de Sophie Marinopoulos qui avait été commandé par Françoise Nyssen quand elle était ministre de la Culture, et qui montre que cette dimension-là, elle est importante. On a aussi le lien à la nature qui fait partie de la santé. Au Japon, on prescrit des bains de forêt, etc., etc. Et de même, alors on aurait pu dire, oui, mais la sécurité, c'est aussi une notion composite, certes. Mais sécurité, j'étais un peu obligé de le mettre en tant que notion composite parce que j'avais cette fameuse muraille aussi. Tandis que pour santé, je n'avais pas de lieu évident pour incarner la notion composite. Et j'ai assumé le fait de dire, en fait, on va guider le regard dans la fresque pour comprendre les déterminants de santé. Et comme on est dans les effets du bon gouvernement, on n'a pas tant besoin de réparer la santé, puisqu'on a des ingrédients qui nous permettent de vivre en bonne santé. Et je pense que c'est aussi aujourd'hui important d'amener le regard vers ce qui fait que ça peut marcher, ce qui fait qu'on peut être en bonne santé, ce qui fait qu'on va éviter des pandémies, des maladies, parce qu'on va enrichir la biodiversité, ce qui fait qu'on va réduire les morts liées à la pollution de l'air, parce qu'on va améliorer la mobilité et les filières industrielles, et on va réduire les pesticides, etc., etc. Donc, ça, c'est les intentions. Il se trouve que dans la littérature scientifique, ces intentions, les intuitions, sont très largement relayées. Et je vous encourage notamment à lire les travaux de Éloi Laurent, qui parle de santé écologique, notamment dans son dernier ouvrage, Ici la santé guider ou diriger le monde. Et je vous encourage à le lire. Et j'ai partagé sur le Slack toute la bibliographie que j'ai utilisée pour travailler avec Harmonie Mutuelle sur les déterminants de santé. Et ce travail-là a conduit Harmonie Mutuelle à se saisir de la fresque comme une illustration de leur mission de mutuelle de santé pour montrer les différentes composantes, les différents déterminants de santé qui sont présents dans la fresque et qui leur permettent de communiquer avec leurs 5 millions d'adhérents et 70 000 entreprises sur le fait que il y a tout un faisceau d'actions. Je trouve un peu de lumière, là j'arrive au bas de chez moi, mais si je rentre dans la maison, ça va couper. Je reste dehors. Et donc, Harmonie Mutuelle s'est emparée de la presse pour parler de santé via les déterminants de santé. Et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que si on regarde les facteurs qui nous empêchent d'être en bonne santé et qu'on mesure en DALI, Daily Allowances, je ne sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme, mais bon, bref, DALI, D-A-L-Y. Et si on regarde les pathologies qui sont comme ça mesurées avec cette unité commune, on voit qu'il y a 4% qui relèvent de, je ne sais plus si c'est 4,5 dans quel sens, mais bref, le total accident plus pathologie transmissible héréditairement par la génétique, c'est 15% des pathologies. Donc, il y a 85% des pathologies qui ne sont pas d'origine ni d'accident, ni de génétique.
donc qui sont, au sens très large du terme, liés à l'environnement. C'est là où on a besoin ensuite de décomposer les déterminants de santé pour expliquer les différentes familles de pathologies qu'on va retrouver dans ces fameux 85%. Il y en a qui vont toucher différents organes, qui vont toucher les individus avec différents niveaux de sévérité, etc. Donc, on a besoin de segmenter les déterminants et d'avoir une analyse plus précise en expologie et en pathologie et en santé publique pour faire ce travail. Mais il y a de très nombreuses sources que j'ai partagées, là, notamment de l'OMS, qui a travaillé sur le concept de One Health et qui montre justement cette approche très totale de la santé, avec notamment un énorme vecteur qui est finalement le rapport vivant qu'on va retrouver dans l'alimentation, qu'on va retrouver dans l'eau, qu'on va retrouver dans la végétalisation des villes, donc une moindre place allouée au bitume et à la voiture. Tout ça, ça participe d'un environnement global. Le fait qu'on passe vers l'électrique, qu'on passe vers le vélo, qu'on passe vers la marche, c'est des bénéfices croisés sur de nombreuses dimensions. Et on nourrit en permanence en fait des approches systémiques du diagnostic de santé, du diagnostic de la pathologie et finalement de l'approche curative, avec des choses qui doivent être identifiées au moment du traitement, de la douleur, de la souffrance ou de la blessure, mais aussi des choses qui participent de la résilience, de la capacité à faire face, de la capacité à anticiper ou prévenir la survenance de ces problèmes. Et puis, donc, si on refait le lien ensuite avec quand même des gens qui disent oui, mais bon, tout ça c'est gentil, mais on a besoin quand même d'aller voir le docteur, et puis il y a besoin de lieux pour se soigner. Et c'est là où on peut utiliser la fresque comme une source infinie d'inspiration. Moi, je pense qu'il peut y avoir plein de gens qui sont des docteurs dans cette fresque, mais j'aime bien attirer le regard sur la petite séquence où on a la personne en fauteuil roulant qui parle avec une personne qui est debout devant elle. Et quand je montre ces deux personnes, je dis qui est le docteur? Et là, j'interpelle le fait que par défaut, on pense que le docteur, c'est la personne debout qui s'adresse à la personne qui est toute cabossée et qui se retrouve en fauteuil roulant. Mais qu'est-ce qui empêche une personne en fauteuil roulant d'être un docteur et de faire justement un conseil médical à une personne qui semble valide, mais qui peut avoir un problème cardiaque ou un diagnostic de tumeur, etc. Ça n'empêche pas la personne d'être debout à ce moment-là. Donc, on voit que le médecin, en fait, dans les deux, peut être d'un côté comme de l'autre, et ce qui nous amène à penser la notion du care, de soin, de l'attention à l'autre, qui montre que la santé, c'est aussi une façon de regarder autrui, une façon de regarder son environnement, une façon de se positionner. Et on pourrait avoir cette attitude pour de très nombreux personnages qui sont représentés dans la fresque. De même, pour le lieu du soin, on peut évidemment parler de la médecine de ville qu'on va trouver dans les étages ou dans des bâtiments qu'on va voir en ville. Et là, un dispensaire, même une maison de santé, ça, c'est un des bâtiments qui sont là. Il n'y a pas d'aspect extérieur spécifique. On peut éventuellement voir qu'un des bâtiments dont la façade est la moins sophistiquée, qui ressemble qu'on va retrouver en arrière-plan des bâtiments, peut être un hôpital ou une clinique. Parce que oui, on a des bâtiments de cette nature, ça ressemble un peu à ça, l'hôpital. Donc, juste à gauche de la muraille. Mais il n'y a rien qui est une prescription pour que l'hôpital ait des attributs particuliers. C'est aujourd'hui devenu des grandes unités dans lesquelles il y a une capacité d'accueil avec des fenêtres et des entrées-sorties. Et troisième lieu d'inspiration pour les lieux de santé, c'est aussi peut-être des espaces d'ordre naturel, peut-être des fermes. On peut considérer que les fermes sont des lieux de santé pour apprendre à se reconnecter à la nature, pour apprendre à manger autrement, pour apprendre à respirer autrement, pour apprendre à se déplacer autrement, pour apprendre à avoir un lien avec autrui autrement. Et je pense qu'on peut inviter les gens à s'emparer de cette partie droite de la fresque pour oui, il y a les randonneurs aussi qui font partie des lieux de santé. Et typiquement, ce sont des gens qui sont en promenade de santé. C'est un terme qu'on utilise dans le langage français, mais on peut être dans l'application, la prolongation de la notion de santé vue par les Japonais. Donc, pour moi, il y a un côté finalement bienvenu à ce que la santé soit pas si visible que ça dans les 24 chantiers et que ça crée un besoin
parce que ça nous amène à engager une discussion où je pense qu'on peut interpeller nos partenaires, nos contreparties, sur ce qu'est la santé. Peut-être qu'un jour, il faudra une fresque de la santé, de même qu'il y a une fresque de la construction, une fresque de la biodiversité, une fresque océane. Et pour organiser la connaissance, pour structurer les démarches, etc. Et je pense qu'il y a devant nous un enjeu de réapprentissage de la santé et économiquement une énorme bascule à faire d'une santé curative vers une santé préventive. Ce n'est pas du tout la même économie. Aujourd'hui, dans la santé curative, on voit à quel point on investit dans des vaccins, dans des tests, dans des équipements, etc. Mais qu'est-ce qu'on investit aujourd'hui dans la régénération du vivant pour limiter le risque de propagation de nouvelles zoonoses? Rien. On n'a tiré aucun enseignement d'un point qui pourtant nous est souligné par les scientifiques qui avaient alerté sur le risque de pandémie du fait de la destruction de l'habitat, de l'exposition croissante de l'homme à des espèces, etc. Et je vois des références sur l'océan, sur la vigne aussi, tout ça, ça fait partie des ingrédients qui, en effet, de manière très systémique, très complète, on peut explorer comme ça, interpeller chaque zone de la fresque en disant quelle est la contribution de telle ou telle partie à la santé. De même, on peut y compris faire le lien avec le clocher en se rappelant que typiquement les hospices de Beaune ou à Sienne, Santa Maria della Scala, qui est l'ancien hôpital de la ville de Sienne en face de la cathédrale, ont été des espaces de charité publique, en fait, qui ont accueilli les malades et les mourants dans un cadre religieux. Donc la religion a été aussi pourvoyeur de santé. Et aujourd'hui, dans l'accueil des migrants, dans les maraudes et le soutien des personnes en grande difficulté, il y a là un enjeu de santé. Et de même qu'on peut dire, mais où sont les SDF et les gens qui vivent à la rue, qui ont tout un tas de pathologies, la gale et autres, qui sont des pathologies liées aux conditions de vie dégradées qu'on retrouve du fait de la vie à la rue. Justement, là, dans une approche du bon gouvernement, on a appliqué une stratégie Housing First où on dit ça coûte moins cher d'investir dans des bâtiments qui nous permettent de mettre les gens à la rue à l'abri pour qu'ils ne soient plus exposés justement à la gale et toutes ces pathologies de dermato ou autres qui sont graves, hein, qui peuvent déclencher des gangrènes et des trucs de vraies pertes de qualité de vie, voire d'handicap, voire mortels, hein, le cas échéant. Donc le fait de mettre les gens à l'abri dans des maisons, c'est beaucoup moins cher que d'investir dans la santé, version hospitalisation, séjour long, coûteux, de traitements lourds pour répondre à des choses qui auraient été évitables si les gens n'avaient pas été à la rue. Donc, je pense qu'on peut aller assez loin en fait dans la façon de dérouler la pelote, justement du fait qu'on n'est pas situé de manière trop visible ni la pharmacie, ni l'hôpital, ni le caducée du docteur. Peut-être qu'un jour on rajoutera le caducée du docteur, mais je pense que si on prend une approche préventive, il y a de la santé aussi à aller explorer chez les acupuncteurs, chez les ostéopathes, chez toutes sortes de praticiens de médecine systémique, qui sont pas forcément des charlatans, qui aident à soulager. Et on le voit là, il y a eu un rapport sur la santé du sport avec des techniques de traitement où ils disent qu'il faut surtout privilégier les bandages autour des zones d'impact et des maladies, et des chocs, plutôt que de mettre de la glace. Il faut pouvoir privilégier une reprise active, etc. Et je crois que c'était Peace and Love, les acronymes. Vous pouvez chercher Peace and Love et santé, ou traitement des traumatismes du sport, où chacune des lettres, Peace and Love, permettent de comprendre les différents registres d'intervention pour apporter la santé. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire des animations spéciales santé pour que la fresque soit aussi mise au service de praticiens de la santé, dans les hôpitaux, dans les maisons de santé, dans les dispensaires, que ça soit aussi un outil que des équipes militantes font en maraude dans les quartiers au contact de personnes qui sont fragilées pour dire, voilà, on va construire de la santé ensemble. Et ça, je pense que c'est un des chantiers qu'on peut nous porter au titre de Renaissance écologique. Nous sommes des pourvoyeurs de bonne santé. Et en plus, on s'amuse, c'est sympa, et c'est de la culture, et la culture, c'est important pour la santé. Et puis, la joie de vivre, ça fait des zygomates, ça déclenche des endorphines, et ça fait partie de la bonne santé. Voilà. Pardon, j'étais un peu long, mais est-ce que c'était utile? On ne m'entend pas. Merci, Julien, bravo. Merci beaucoup. Super.
C'était canon, hein, et tout est enregistré, donc on pourra se replonger et puis inviter aussi d'autres membres à regarder cette vidéo, parce que c'est une question qu'on se pose tellement souvent. Et j'aime beaucoup cette approche en fait préventive, et je pense que la fresque aussi, c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on est beaucoup dans la prévention en fait et dans l'anticipation et, et justement de pouvoir penser sur le long terme pour se protéger, pour être en sécurité. Je voulais savoir si, du coup, il est 19h19, si vous aviez des réactions, des questions, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous avez envie de vous exprimer? Moi, je... Ah, Ah oui, alors du coup, je lève la main. et puis après, ce sera à ton tour. Nickel. À toi, Anne-Lise. Ah, désolée, tu pouvais y aller, sinon c'est pas. C'était juste, moi j'avais plus une remarque un peu sur une frustration. Donc la santé, je comprends bien. J'ai eu des discussions là-dessus avec souvent avec des gens pendant les animations où je leur expliquais le côté voilà, systémique, holistique. Voilà, c'est bien le but de la fresque. Par contre, du coup, je suis un peu frustrée par ta remarque sur la sécurité, parce que le côté forteresse, sécurité, parce que du coup, la dernière fois que j'en ai parlé, j'avoue, je me suis un peu emballée. Je m'emballe souvent quand je fais des animations autour de la fresque. Et du coup, enfin voilà, de la sécurité, je pourrais dire un peu la même chose, quoi. Il faut différents éléments contribuent à la sensation de sécurité. C'est vrai que dans un contexte actuel, surtout dans le contexte actuel, avec tous les discours un petit peu radicaux autour de la sécurité, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage du coup qu'il y ait la forteresse, enfin sécurité égale forteresse. Alors là-dessus, j'ai encore été amené à m'exprimer là-dessus ce matin. Pour moi, justement, il faut, je pense, amener à changer de regard sur la notion d'une forteresse. La forteresse, elle a été construite, certes pour des vertus défensives, mais 97 voire 99% du temps de la durée de vie d'une forteresse, c'est une infrastructure de paix. On s'en sert comme équipement militaire quand le danger pointe. Mais hors du danger, une forteresse, avec les douves, c'est des poissons. Avec les espaces défrichés pour avoir la vue, c'est des espaces de pâture. C'est un espace alimentaire à la base d'une forteresse. C'est un espace de stockage de l'alimentation. Donc, c'est finalement pas un espace entre guillemets méchant ou lié au conflit. Il faut imaginer que dans l'essentiel de la durée de vie, une forteresse, c'est un outil productif qui participe à l'entretien et la sécurité, notamment alimentaire, de la ville. Ensuite, pour moi, on construit de manière assez efficace, finalement. Je m'y suis converti à cette approche finalement composite de la sécurité. Quand d'une part, on fait une lecture par strates qui s'empilent en partant de la sécurité alimentaire qui couple d'une part la chambre froide et la serre, et ça permet de parler d'écologie industrielle, et surtout les silos à grains, qui rappellent que la sécurité alimentaire, c'est une sécurité de nos céréales qui sont la base de notre alimentation, sous forme d'apport protéinique apporté par les céréales. Et ensuite, on voit que la sécurité, c'est une sécurité qui vient du fait qu'on n'est pas en autarcie, on n'est pas victime de blocus commerciaux. Et au contraire, on a cette liberté de commerce qui fait rentrer, sortir les biens, les marchandises, les connaissances et qui assure le poumon de nos économies. Et ces lieux d'octroi ont historiquement été des lieux de commerce. Les portes des villes, les octrois étaient des lieux de commerce intense. Autour de ces octrois, qu'il y avait les grandes foires, les espaces dans lesquels on faisait venir les bestiaux, etc. Donc, les portes de commerce étaient vraiment des poumons des villes. Les portes ont structuré l'organisation commerçante des villes. Et puis, quand on remonte, on arrive sur la sécurité de l'emploi. Et on sait à quel point, y compris d'un point de vue psychologique, les gens qui passent de CDD ou de précarité vivent cette fragilité psychologique induite par le manque de sécurité de l'emploi. Et j'ai entendu que c'était les questions qui se posaient parmi nous tout à l'heure. Et j'espère qu'on va consolider nos forces pour justement nous permettre les uns les autres de nous créer des emplois de plus en plus sécurisés, de plus en plus stables, avec de la visibilité. Je pense que l'essor qu'on est en train de prendre collectivement peut nous aider individuellement à justement apporter la sécurité de l'emploi. Et puis après, la sécurité finalement politique, culturelle, personnelle, de positionnement, comme en progressant dans la pyramide de Maslow,
au fur et à mesure qu'on arrive à avoir une sécurité qui réduit le risque quand on est en lien avec les autres territoires, quand on a des lieux de référence qui nous permettent d'avoir une projection d'une identité de territoire, etc. Tout ça, ça participe à la sécurité. Donc ça, c'est la première lecture, donc, de base en haut. Deuxième, c'est quand on fait une lecture par axe de symétrie verticale, on met cet axe central de la entre guillemets, forteresse au milieu, et on voit que par miroir, la sécurité, elle fonctionne quand les deux parties de l'équation sont présentes. C'est-à-dire quand à la fois, sur la droite de la fresque, on a l'agriculteur de proximité qui produit des fruits et légumes maraîchers, et à gauche, tout de suite, dans la même proportion, on retrouve le marché. Donc, c'est parce qu'il y a un marché qu'on a des débouchés pour les produits qui viennent des micro-fermes au bord des villes. Et c'est parce qu'on a des micro-fermes au bord des villes et des maraîchers au bord des villes que les marchands du marché ont des choses à vendre. Et de même, on se rend compte que quand on applique cette approche symétrique en partant de l'axe central qui divise vraiment la fresque en deux, c'est vraiment la composition essentielle. Donc, on peut vraiment avoir une approche mathématique d'une symétrie centrale. Et on prend n'importe quel point de la fresque et on va chercher son équivalent par symétrie de part et d'autre de cet axe central, on va trouver un corollaire. Et c'est comme ça qu'on va étendre progressivement notre capacité à apporter la sécurité à de plus en plus de gens du territoire, à de plus en plus de fonctions de notre société et à de plus en plus de cas de figure. En fait. C'est parce qu'on va diversifier justement ce qu'on décrit à gauche dans la partie construite et ce qu'on décrit à droite dans la partie biologique naturelle, qu'on va nous créer un arsenal, c'est intéressant le terme arsenal, c'est un terme militaire, on va se créer une palette, une mosaïque, une gamme de solutions qui vont être opérantes pour apporter de la sécurité face à un nombre croissant de cas de figure, d'aléas et de risques. Donc, mais pourquoi est-ce que le terme sécurité apparaît? C'est qu'on est obligé d'interroger et de nommer cette fonction qui apparaît comme défensive dans la fresque de Lorenzetti. On doit pouvoir situer la nature de cette fonction. Et j'assume que ici, à la différence de la santé, on puisse s'appuyer sur des éléments tangibles d'infrastructure apparaissant pour incarner la notion de sécurité. Et pour moi, la partie infrastructure est plus présente dans la sécurité que dans la partie santé. Mais on peut en débattre. Et pardon, je fais rigoler mes enfants parce que je suis arrivé au bas de la maison et ils m'entendent du balcon, ils sont là-haut, il y a un pif là. Et il fait coucou. Voilà, donc je les fais rigoler. Je crois que je vais remonter, je vous écoute, mais je vais monter. De toute façon, on est encore ensemble pendant 4 minutes. J'aime bien 4 minutes. 4 minutes. Et Sandrine avait une question à poser. Non, pas du tout, pas de question. Ah, oui. C'était une réflexion à vous écouter tous. Et parce que c'était intéressant la réflexion alors je ne sais plus qui sur la sécurité, je trouve son point de vue se défend, mais après celui de Julien aussi, c'est un parti pris aussi, puis peu importe quelque part qu'il soit ou qu'il ne soit pas, l'important c'est la façon dont on parle de cette fresque et qu'on lit bien tout. Moi je voulais juste vous recommander un bouquin qui je pense est un bouquin d'avenir. Je pense que c'est une vision un peu comme la fresque du climat. Il y a des livres qui m'inspirent. Il y a eu la fresque de la Renaissance écologique de Julien. Et cet autre bouquin, qui je pense est très visionnaire, et on n'en parle pas beaucoup dans la fresque de la Renaissance écologique, mais peut-être que ça va venir, c'est la Zoocities de Joël Zask. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, Julien parlait justement on parlait de la forteresse, etc. Et elle introduit une notion, alors hormis parler des animaux qui rentrent de plus en plus dans la ville à cause de nous, hein, parce qu'effectivement, à force de détruire leurs écosystèmes, eh bien, ils entrent en ville et ils s'adaptent en ville. Et il va falloir apprendre à vivre avec eux. Et elle parle de tout ça, et elle parle en fait d'une espèce de vision. Donc c'est là où je veux en venir, parce qu'il y a plein de choses dans ce bouquin, et je pense que je vais le relire pour surligner, parce que c'est bourré de choses. Elle parle de la différence entre la ville et la cité. Et en fait, elle parle de la cité. Et elle dit pour elle, la cité au sens antique, il y a longtemps, et ce qu'on doit arriver à reconstruire,
c'est une cité avec 2 éléments, en fait, 2 composants, qui sont les niches et les passages, pour qu'on ait des lieux de sécurité, des espèces de niches, mais qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Bon, après, c'est très complexe tout ce qu'elle dit, il faut lire, je vous conseille de lire parce que vous allez voir plein de choses et je pense qu'on pourra introduire toute cette réflexion et des pistes dans la renaissance écologique. Parce que je pense que là, on est très anthropocentré, mais il ne faut pas oublier que la biodiversité, on en parle de plus en plus et que les animaux, on va en parler de plus en plus et que ce sont des êtres avec lesquels il va falloir vivre et qui nous sont aussi utiles. On parlait de la santé par rapport aux zoonoses notamment, parce que c'est important aussi d'enrichir cette pluralité et de faire vivre certains animaux ensemble pour qu'ils évitent de nous refiler des virus. Il y a des animaux chez lesquels les virus mutent très vite, d'autres pas du tout, donc ils ralentissent la chaîne. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Je vous recommande vivement ce bouquin de Joël Zask, donc Zoocities, aux éditions Parallèles, qui font toujours des super bouquins d'ailleurs. Moi, j'en ai pas lu 15 000 dans ces éditions, mais j'avais lu aussi Le pire n'est pas certain, qui est très bien aussi, alors qui est moins d'inspiration, c'est plus un essai qui parle, qui est intéressant, hein, moi qui m'a intéressé, mais vraiment Zoocities, Julien Antan, je ne sais pas si tu l'as lu, Zoocities, mais lis-le parce qu'il va t'inspirer pour la renaissance écologique. Vraiment, c'est brillant. C'est sur mon radar. J'avais lu des articles et de la couverture sur le bouquin, mais je n'ai pas lu le bouquin encore. Tu vas voir. Merci de l'avoir cité. Je pense qu'en effet, c'est pertinent. Je me permets de faire le lien aussi avec des ressources alignées avec ce que tu dis, qui relèvent de Agir pour le vivant. Ouais. Il y a le festival là, de Arles et qui permet il y a une très très riche contribution sur cette thématique de globalement la relation de l'homme au vivant. Ça fait partie en effet de l'infrastructure de santé, hein, la biodiversité et la relation au vivant dans toutes ses formes, y compris d'ailleurs dans la santé mentale des enfants qui ont un petit animal de compagnie. Ça aide à surmonter des moments difficiles pour des. Puis on a vu la présence des chevaux, Peyo, ce fameux cheval qui participe aux soins palliatifs ou de traitement cancéreux dans l'hôpital de Calais. C'est extraordinaire, cette relation que l'animal a développée avec les patients avec lesquels il interagit. Donc on a un immense champ là à explorer et à développer. Je pense que c'est très juste de le pointer comme un des champs d'exploration. Et en appui de ça, moi, j'avais publié l'édito pour agir pour le vivant. Ça peut être aussi un des éléments de manifeste pour illustrer ce que nous, on porte avec Renaissance écologique. Ouais. Donc à venir, on pourra travailler sur peut-être, si vous le souhaitez, quand Julien aura lu ce bouquin, j'aimerais beaucoup échanger avec toi, Julien, parce que je suis sûre que tu vas avoir plein d'idées à rajouter sur la fresque. Et je pense que c'est visionnaire parce que ça va arriver. Alors, peut-être pas demain, mais c'est obligé de toute façon. Là, on a vu avec le Covid tous les animaux qui sont sortis. Là, on commence à avoir de plus en plus de problèmes avec des animaux qui arrivent dans les villes, qui ne devraient pas être là, mais qui s'adaptent. Parce qu'il faut savoir qu'ils s'adaptent, en fait, les animaux. C'est ça qui est dingue. Enfin, il faut lire ce livre, c'est vraiment brillant. Il y a des sangliers dans les villes, notamment à Rome, etc. Enfin, c'est assez rigolo ce qui se passe. Enfin, rigolo. Tu vas te régaler en lisant ce bouquin, j'en suis sûre. Mais c'est peut-être une bonne approche. Peut-être qu'on peut s'encourager les uns les autres à faire comme ça des plaidoyers pour des choses qui nous inspirent en lien, en disant et faire des partages comme ça, peut-être en mode 5-7 minutes de vidéo. Je ne sais pas si c'est le plus simple ou peut-être des éléments de texte, mais je pense qu'ensemble, on a aussi une capacité à produire comme ça un commentaire collectif. Et ton initiative me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emma, mais ça me semble fertile. Oui. À reproduire. Exactement. Aurore, levez la main. Oui, excusez-moi qu'en plus l'heure est un peu passée. Oui. Juste attirer votre attention sur La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, qui est très bien, qu'elle a fait justement avec Éloi et avec Serge Morand. Il y a eu en fait des pré-documentaires sortis du film qui va sortir en avril,
Et dans les pré-documentaires, il y en a un qui est sur, alors c'est plus France Pro, mais je me souviens plus le nom de la télévision d'outre-mer, qui porte sur One Health en Guyane. Et c'est assez édifiant, je vous enverrai le lien. En gros, il y a 660 types de moustiques en Guyane qui sont évidemment vecteurs de toutes les pathologies vis-à-vis des humains, maladies humaines, qui sont transmises par le moustique d'un humain à un autre. Eh bien, au cœur de la forêt, on ne se fait pas piquer. Il n'y a aucun problème lorsque la biodiversité guyanaise est complète. Et donc, personne n'est malade si on ne défriche pas, si on ne touche pas la forêt. Ça, c'est voilà. Je vous enverrai le lien. C'est une bonne vidéo, elle dure une vingtaine de minutes, elle est très vulgarisée. Génial, merci. Bah, écoute, on attend le lien. Ah, on a perdu. Qui on a perdu? Bon, nous avons perdu un participant. En fait, il est 19h34, donc on va se quitter. En tout cas, moi, j'ai bien noté tous les liens sur un petit bloc-notes. Dès que la vidéo sera prête, je la posterai sur le Slack avec tous les liens dont on a parlé ce soir. En tout cas, c'était vraiment super sympa. Je vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir. Voilà, c'est tout ce qu'on attend d'une heure heureuse, de pouvoir se voir, enrichir nos connaissances, notre culture, nous challenger sur certaines choses et puis s'ouvrir à des réflexions et des questions. Donc, merci beaucoup. Et se souhaiter bonne santé pour le début de l'année. Et ben voilà, bonne santé pour cette année 2022. Et plein Bravo, Armelle. Et puis merci Julien d'avoir été présent ce soir. Parce que je sais que... Ouais, j'ai un peu jonglé dans mon agenda pour être présent. Ça me tenait à cœur de participer à cette conversation. Eh bien, merci Salut. beaucoup. Lise, bravo. Ciao. Salut, à bientôt tout le monde. Salut, à bientôt. Ciao. Bonne soirée. À bientôt.